Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci d'être là, merci de l'appui. Merci pour tout l'amour et l'engagement sur les réseaux sociaux. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça pousse puis ça grandit puis on aime ça. Il y a évidemment toutes les plateformes audio. Si vous êtes les Reels, là, les vrais des vrais podcasters, vous écoutez ça sur les plateformes audio. On est sur Spotify, on est sur Apple Podcast et dans le fond sur toutes les plateformes. Donc allez nous suivre puis on apprécie ça énormément. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien, ça va bien. Il fait beau, alors on profite. Finalement, oui. Ouais, mais tu sais, en plus de ça, j'ai décidé, c'était ma résolution 2024, que j'allais commencer à faire du golf. Tu sais, comme les gens riches et célèbres. Moi, je suis ni riche ni célèbre, mais c'est pas grave, on va faire comme eux. On ira parce que moi aussi, je recherche toujours des gens à aller jouer puis il n'y a personne qui est disponible. Bon, ben c'est good. Salim, je suis très content aujourd'hui parce que puis on avait cette discussion il y a quelques jours là, en préparation au podcast. On aime beaucoup avoir des invités puis on les apprécie puis on est très reconnaissant parce qu'à cause de eux, le podcast a connu une montée puis on l'aime, on adore ça. Mais tu sais, des fois, ça nous manque un peu d'être juste nous deux et de juste parler librement puis de faire des commentaires avec un œil un peu plus critique. Puis là, tu as eu un message, puis on a un invité, puis on parlait de ça, puis on dit, tu sais quoi, on a un invité, mais c'est comme si on n'a pas d'invité. Tu sais, c'est comme, on est deux, mais on va être trois, mais ça va être comme si on était les deux, donc on va avoir ce type d'atmosphère-là. On va avoir quelqu'un qui va enrichir nos discussions de quand on est juste ensemble, parce que c'est quelqu'un qui a un très beau parcours, qui a occupé des fonctions très importantes, tant dans l'appareil, comme on dit, gouvernemental, que en politique. Il a été ministre de l'Environnement pendant plusieurs années, puis ministre de l'Immigration. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir David Hurtel. Bonjour. Bonjour Salim, bonjour Georges. Premièrement, là, merci pour l'invitation et deuxièmement, félicitations pour le parcours de ce podcast. Je l'écoute assidûment. Et je trouve que vous faites vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, premièrement, bravo. Vraiment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais dire quelque chose, Salim. David a été très généreux quand j'avais commencé toute l'affaire avec le podcasting en anglais. Il est venu, puis on a parlé un peu. Il avait déjà quitté la politique, c'était en 2019. Puis le but de cet épisode-là, c'était d'amener quelqu'un pour décrire un peu de la vie après la politique. De comparer un peu le chaos qu'est la politique, l'horaire chargé, tu n'as pas de vie, tu n'as rien. Puis là, tout à coup, le téléphone ne sonne plus, puis il n'y a rien qui se passe. Puis c'était un excellent épisode. Puis après quelques mois, boum, il y a un livre qui sort, justement sur la vie après la politique. Donc, je ne sais pas si c'était toujours dans les plans ou si ça a été influencé par la conversation. La dernière fois, je peux te dire que j'ai regardé ma boîte à mal. Il n'y a pas de chèque de chèque de copyright. Donc. C'est la joke. Tu viens de me voler ma joke, c'est ça que j'allais dire. C'est parce que, honnêtement, il n'y a pas grand-chose en termes de copyright. C'est quand même un livre sur la politique au Québec. Alors, non, c'était pas un best-seller. Alors, je m'excuse, Georges. Mais notre conversation, j'étais en train de l'écrire lorsqu'on s'est parlé en 2019. Je le terminais. Le livre a sorti, en pleine pandémie, septembre 2020. Hein, meilleur moment pour sortir un livre. C'est ça. mais je dois dire bravo à VLB Éditeur, parce qu'il y a beaucoup de livres qui ne sont pas sortis, qui ont été reportés à cause de la pandémie. Mais bon, ils ont gardé le livre puis ils l'ont sorti, mais tu sais, pas beaucoup de royauté. Disons que I didn't quit my day job. Mais full disclosure, je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai une copie avec moi maintenant, puis je vais les dédicacer en plus et je vais le lire. Non, mais parce que justement, et puis c'est un peu d'actualité. Hein. C'est-à-dire que dans le fond, on parle un petit peu de la vie d'un politicien, de son agenda, à quel point il est sollicité un peu de tout côté, de toutes parts. Et on oublie que les politiciens sont des êtres humains. Et je pense que toi, tu avais déjà fait ce constat-là. Probablement que d'autres l'avaient fait aussi avant. Toi, tu en as fait un livre. Et aujourd'hui, on voit aussi tout ce phénomène-là où les politiciens se font ramasser, insulter, menacer, et parfois avec sans limite. Oui, c'est ça. Psychologique, menace physique. Oui. Oui, donc c'est sûr. Donc, quelque part, t'étais déjà un peu en train de raconter le fait que, at the end of the day, un ministre, c'est un être humain qui fait sa job. Oui, puis c'est vrai. Puis on voit les épisodes s'accumuler. Puis,
ça s'empire, hein? Ça s'améliore pas, malheureusement. Mais c'était déjà quelque chose qui existait. Hein? Moi, j'ai été député et ministre. J'ai été député de 2013 à 2018, ministre suite à la victoire de 2014. Donc, j'ai été ministre à peu près 4 ans et demi. Et c'est sûr que on recevait déjà, que ce soit par courriel, on se faisait interpeller dans la rue, quoi que ce soit. C'était horrible là, ce qu'on recevait déjà. Et donc, c'est sûr que c'est un facteur aggravant là, quand on voit beaucoup de maires, mairesses, conseillères municipales qui quittent. Hein? On a eu même cette semaine, là, je ne sais plus quelle mairesse qui décide, je crois que c'est Sherbrooke, qu'elle a décidé qu'elle ne se représentera pas l'année prochaine, pour plusieurs raisons, là, mais je suis sûr que c'en est une. Le fait est, c'est que, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller en politique et qui ne réalisent pas ce qu'ils attendent. Je veux dire, il y a les vieux clichés, sport extrême, sport violent, blablabla. Oui, mais tant qu'on n'est pas dedans, puis même moi, puis vous, j'ai frayé autour de la politique pendant plusieurs années avant de devenir candidat. Tant qu'on ne l'est pas, tant qu'on n'a pas mis sa face sur le poteau, tant qu'on n'a pas travaillé ces journées-là, on n'a pas affronté le public comme élu, on ne réalise pas l'ampleur du travail, l'ampleur du sacrifice, l'ampleur de ces attaques et non seulement l'impact sur soi, mais l'impact sur nos proches. Ben oui. L'impact sur tous les aspects de notre vie. Et ça a un impact qui dure. Je veux dire, les séquelles restent aussi, là. Parce que ça m'a atteint, l'impact de cette vie-là, de la vie politique, c'est un impact psychologique, c'est un impact physique, c'est un impact psychologique majeur. Puis on s'en remet pas là, le lendemain de l'avoir quitté. Non, ça c'est certain. Écoute, David, sais-tu, moi je me souviens qu'en 2013, le Parti libéral du Québec était dans l'opposition. Ouais. Et il y a eu une partielle suite au départ de Emmanuel Dubourg. Exact. Il y en avait une autre à Outremont suite au départ de Raymond Bachand. Et tu avais fait ton entrée aux côtés de Philippe Couillard au Parlement. Alors, une session qui n'a pas duré très longtemps parce qu'il y a eu des élections peu de temps après. Ouais. Mais je me souviens, et je te promets que je n'ai même pas fait de recherche ni de préparation pour l'épisode d'aujourd'hui, mais zéro. Là. Mais je me souviens de ton premier discours à l'Assemblée nationale, qui honnêtement m'avait frappé positivement, je te dirais, parce que je réalisais à quel point, en fait, tu avais certaines valeurs que pour moi, je n'appellerais pas des valeurs libérales, j'appellerais des valeurs d'une certaine manière universelles, qui sont teintées, bien sûr, de libéralisme, mais au sens plus philosophique du terme qu'au sens politique du terme, qui faisaient en sorte que tu étais, à mon sens, à mon avis, dans le bon parti. Mais ce que je ne savais pas, ou à l'époque, ou tout du moins que j'avais appris quelque temps avant, puisque je ne te connaissais pas, c'est que tu avais déjà une application politique dans le passé, celle-ci au Parti québécois, auprès d'un grand premier ministre d'ailleurs, un grand politicien qui a été premier ministre, peut-être pas très longtemps, mais c'est M. Landry, Bernard Landry. Ouais. Et donc, tu sais, dans la tête de beaucoup de gens, c'est deux partis qui n'ont rien à voir. Sauf que moi, je l'ai souvent dit sur ce podcast, et puis je pense que George peut en être témoin, comme les autres personnes qui écoutent, c'est que moi, j'ai toujours dit une affaire, c'est qu'entre ces deux partis-là, il y avait bien sûr le Québec, et qu'il y avait, au-delà de la différence d'avenir qu'on pouvait imaginer, il y avait une sorte de nationalisme. Donc, dans le fond, tout le monde était nationaliste, attaché au Québec, aux valeurs québécoises, à l'identité québécoise. Mais ensuite, c'était que de la politique. Mais aujourd'hui, on est dans une forme où on voit un peu du nationalisme un peu partout. Un nationalisme ceci, un nationalisme cela, etc. Toi, est-ce que, au-delà de la souveraineté, qui est l'article numéro 1 du Parti québécois, au-delà de la souveraineté, est-ce que, en termes de nationalisme, est-ce que tu sentais une différence en passant d'un parti à l'autre?
Longue introduction, je m'excuse. Oui, non, mais c'est parce que tu poses une question et je comprends que tu la poses, là, mais elle est très dense. Hein? Il y a beaucoup d'éléments là, dans ce que tu as décrit là. Premièrement, je crois que c'est important de noter que mon implication politique, elle a commencé au Parti libéral du Québec. Ah oui? OK. Oui. Moi, j'ai milité, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à militer en politique et c'était au Parti libéral du Québec. Je me souviens, j'allais à Brébeuf, j'étais en secondaire 5 et donc on est dans les années 87-88. Et ce qui était particulièrement drôle, c'est qu'à Brébeuf, bon, beaucoup d'implications politiques, ça parle beaucoup de politique, mais il y avait une cellule du Parti québécois. Et il y avait des représentants du Parti québécois qui venaient. Jacques Parizeau, je crois, venait de venir à Brébeuf ou allait venir, ou en tout cas, peu importe. Mais il n'y avait pas de cellule du Parti libéral, même si M. Bourassa et les libéraux étaient au pouvoir là, à ce moment-là. Oui. Mais les péquistes étaient très actifs à Brébeuf. Et puis moi, j'étais libéral. Moi, j'ai toujours admiré Robert Bourassa. Je me qualifie comme un libéral Bourassa. Oui. Moi, je m'identifie encore à cette philosophie-là de ce que a été et devrait être le Parti libéral. Pas que je dénigre d'autres philosophies et d'autres leaders, mais moi, disons que c'est mon gouvernail, mettons. Et alors, ça m'agaçait que les péquistes étaient super actifs, puis il n'y avait rien qui se passait du côté libéral. Fait qu'un soir, j'ai littéralement, à l'époque, il y avait des annuaires en papier. Alors, c'est mon âge. Alors, je trouve le numéro du Parti libéral, puis j'appelle un soir, puis là, on me réfère à la permanence de la commission jeunesse du Parti libéral. Et j'ai parlé à un gars, vous avez sans doute côtoyé, le permanent qui était de garde ce soir-là pour la commission de jeunesse, c'est un gars qui s'appelle encore Michel Bissonnette. Ben oui. Alors, je lui parle, je lui explique ma petite histoire. Tu sais, je suis étudiant en secondaire 5 à Brébeuf, puis PQ, super actif, puis il n'y a rien qui se passe au Parti libéral. On jase à peu près 10 minutes, puis je crois que le lendemain ou surlendemain, j'étais à la permanence, puis à l'époque, c'était sur de Gaspé. Et je rencontrais Michel et là, on parle. Puis là, mon implication a commencé là. Puis là, bon, j'irai pas plus loin dans les détails, mais juste pour dire que de 87 à peu près de 87 à 90, j'étais... je m'occupais des libéraux à Brébeuf. J'étais sur l'exécutif de comté du ministre John Tchatcha. Parce que moi, j'habitais à Ville-Mont-Royal. Mon député, c'était John Tchatcha. J'étais sur l'exécutif du comté, de l'association de comté de M. Tchatcha. Et j'ai grimpé les échelons, puis je me suis même rendu, j'étais sur l'exécutif national, j'étais représentant régional de l'Ouest de Montréal. J'étais sur l'exécutif national de la commission jeunesse. Il y en avait d'autres dans ça. Il y avait un certain Mario Dumont aussi. Oui, oui. À ce moment-là. Bref. Puis là arrive 1990. C'est ça. Puis là, ce qui est arrivé, moi, ma rupture, c'était l'échec de l'accord du Lac-Meech. Moi, tu sais, M. Bourassa avait dit clairement c'était les 5 conditions minimales. Puis il y a eu le très célèbre discours de M. Bourassa le 23 juin 1990. Et ces paroles-là ont résonné d'une façon très particulière pour moi. Et donc, on est en juin 90. Moi, je me dirigeais en septembre 90. Je commençais mon bac en droit. J'ai fini mon cégep à Brébeuf. Je commençais mon bac en droit à l'Université de Montréal. Puis, il faut se rappeler du contexte. Hein? À ce moment-là, suite à l'échec de l'accord du Lac-Meech, il y a eu un sondage, 63% des Québécois étaient favorables à la souveraineté. On oublie ça. C'est le plus haut pourcentage sondé de l'histoire du Québec, ça. Jacques Parizeau, qui était le chef de l'opposition, avait dit de façon très célèbre, hein, il s'était tourné puis il avait dit à Robert Bourassa, vous êtes mon premier ministre.
Puis il y avait beaucoup de gens qui pensaient que Bourassa allait déclarer. Mhm. Il y avait des gens, là, ça se parlait, là, puis on se demandait. Bon, il y avait une ferveur. Je me souviens, j'étais allé le lendemain à Saint-Jean-Baptiste, j'étais allé au concert. Il y avait un énorme concert à Saint-Jean, je crois que c'était au Parc Jean-Drapeau. Les drapeaux qui... je trouvais qu'il y avait... Tout le monde avait un drapeau du Québec dans les mains. C'était incroyable. Jean Duceppe avait fait le discours. Il allait mourir quelques mois plus tard. Mais un discours incroyable. Bref, il y avait une ferveur. Bon, mais au-delà de la ferveur, puis là, bon, il y a eu les États généraux, etc. Puis on sait ce qui s'est passé. Mais pour moi, il y a comme eu une cassure. Et il y a beaucoup de Québécois et de Québécoises, tu sais, qui à différentes époques dans leur vie, puis à différentes époques dans l'histoire du Québec, qui ont changé leur opinion à propos de la question de l'indépendance. On oublie, tu sais, le plus grand indépendantiste de l'histoire du Québec, ben c'était un ministre libéral, René Lévesque. Raymond Bachand a commencé péquiste, puis il a fini un des grands ministres des Finances du Québec du côté libéral. Lynn Beauchamp était péquiste. Elle a voté oui en 95, tout comme moi. Puis je veux dire, puis en 95, il y a quand même 49% des Québécois qui ont voté oui. Ouais. Maintenant, l'option est autour de quoi? 32, 33%, puis elle ne semble pas bouger, 35, mettons. Mais puis elle ne bouge pas. Mais pour que soit ça, il y a du monde qui ont changé d'idée, il y a du monde qui ont évolué, il y a du monde qui ont bougé. Même, Lucien Bouchard, à un moment donné, a évolué. Il était évidemment le porte-étendard légendaire de 95. Puis par la suite, on s'entend que, disons que ça a été un peu dilué. Oui, c'est ça. On va dire ça. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que moi, c'est vraiment un Mitch qui, pour moi, il y a eu comme, un instant, là. Une cassure. Alors, puis à cette époque-là, je trouve que c'est important, parce que tu as fait un lien très intéressant entre le Parti québécois d'aujourd'hui, le nationalisme. Le Parti québécois, aujourd'hui, est rendu un parti de droite avec une tu sais, puis quand on regarde les commentaires de Paul Saint-Pierre Plamondon, là, récemment, là, j'ai pas la citation devant moi, mais il a dit quelque chose comme genre, le Canada essaie d'effacer le Québec, là, essaie d'effacer le fait français. Hein? Il a dit quelque chose comme ça. Le pompier pyromane. Mais hey, un instant, là, ça c'est du langage de la théorie du grand remplacement, là, que le Journal de Montréal préconise, de Mathieu Bock-Côté. Puis, il y a quelque chose de très dangereux là-dedans. Jamais, jamais, jamais on a entendu des René Lévesque ou des Bernard Landry parler comme ça. Oui, ou des Serge Godin qui ont été... Alors, je veux juste le Parti québécois, son discours, puis à l'époque aussi, quelque chose comme la Charte des valeurs de Pauline Marois et de Bernard Drainville, qui a été la raison principale de mon engagement politique en 2013 pour le Parti libéral du Québec et ma candidature à la partielle là, dans Vio, on ne parlait pas comme ça au Parti québécois. Moi, je me souviens encore quand Pierre-Marc Johnson a gagné la chefferie du Parti québécois. C'était, après que Lévesque est parti en 85, je crois. Et je me souviendrai toujours de ça. Et tu as été très gentil de te souvenir de mon discours d'entrée à l'Assemblée nationale. Mais moi, je me souviens encore de Pierre-Marc Johnson qui a fait son discours, je crois, en 7 ou 8 langues différentes. Puis c'était parce que, là, c'était le nouveau premier ministre du Québec, le nouveau premier ministre péquiste. Là. Après René Lévesque. Après René Lévesque. Premier ministre du Québec, qui, encore l'article 1, là, son but, l'indépendance. Lui, dans sa tête, l'idée, c'était de rallier les nouveaux Québécois au projet indépendantiste. Pas de dire qu'ils étaient une menace, pas de dire qu'ils faisaient partie d'un complot pour noyer l'identité francophone québécoise.
Alors, tu sais, je veux juste quand même qu'on établisse que tu sais, on parle comme tous les partis évoluent, hein? Oui. Mais le Parti québécois d'aujourd'hui n'est pas celui de... Le Parti québécois, quand Pauline Marois était première ministre avec la Charte des valeurs, n'était pas le Parti québécois de Lévesque et n'était pas celui de Landry. Alors, longue histoire, parce que j'essayais de cocher différents points que tu as touchés, parce que tu as touché des points très importants, puis qui, moi, m'animent, puis ont créé chez moi des déchirements dans mon implication politique. Parce que moi-même, je suis le fils d'un immigrant. Tu sais, je veux dire, alors moi, la question de l'immigration, c'est fondamental pour moi, dans mon engagement politique. Et en même temps, je suis québécois, je suis francophone. Le fait français et la survie de la culture québécoise est nécessaire. Mais puis tu parlais de principes libéraux, là, puis on parle pas du Parti libéral, mais tu sais, pour moi, les droits individuels, les droits fondamentaux, c'est sacro-saint. Et je ne crois pas qu'il soit justifié de marcher sur les droits fondamentaux d'un groupe ou d'une personne au nom de la survie de quoi que ce soit. Sur moi, j'y crois pas à ça. Mais là, tu ouvres la porte, puis c'est excellent parce qu'on voulait justement rentrer dans le contexte, puis l'état de la politique actuelle au Québec. Quand tu dis de piler sur les droits fondamentaux pour une question cette question identitaire ou nationaliste, ou on peut l'appeler comme on veut. Là, on regarde la CAQ. Puis je sais pas si tu faisais référence à la CAQ ou au Parti québécois. Mais le Parti québécois. Sur cette question-là, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, là, quant à moi. Là, je veux dire, dans le sens que, honnêtement, il semble y avoir une compétition entre les deux partis pour savoir qui va être le plus extrême sur cette question-là. Mais tu vois, ce qui n'a pas de sens pour moi, et je sais pas, j'ai peut-être la misère un peu à comprendre les numéros puis les chiffres qui rentrent dans les sondages, parce que on a connu des hauts et des bas. T'sais, en politique, tu as un parti gouverne correct, à un moment donné, il va baisser, il y a des cycles. Mais là, ça semble partir de la CAQ puis d'aller au Parti québécois, puis tu sembles suggérer que leur philosophie, c'est pas mal la même. Ben, je veux dire, à la fin de la journée, je veux dire, on l'a vu sur 21, on l'a vu sur 96, l'utilisation préventive, merci, de la clause non-obstant. Cette espèce de nonchalance et de désinvolture pour mettre de côté non seulement la Charte canadienne, mais on oublie aussi qu'on a mis de côté la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, document plus ancien, qui est venu avant la Charte canadienne, qui n'était pas une machination d'Ottawa, là. C'était une loi de l'Assemblée nationale. Mieux que ça, la Charte canadienne... C'est inspiré. C'est plus que s'inspirer, c'est du c'est presque une copie conforme. 95 %, là, il y a un petit 5 % de différence. Sauf la clause de l'obstacle. Mais l'affaire, c'est que on a tassé 2 documents de droits fondamentaux. Ouais. Pourquoi finalement? Hein? Puis encore là, bon, on va pas creuser le 21-96, mais on pourrait continuer. Mais moi, sur la question nationaliste, premièrement, il faut bien faire attention. Le mot nationaliste a été usurpé. Oui, exactement. Ouais. Okay? Moi, là, quand j'étais un membre du Parti libéral du Québec, puis je me souviens, quand j'étais à la commission de jeunesse, puis Robert Bourassa était le premier ministre du Québec, nous étions des nationalistes. Exactement. Le Parti libéral du Québec, dans son histoire, était considéré un parti nationaliste. C'était un des principes. Le nationalisme, maintenant, est devenu un mot qui a été usurpé au Québec par... les identitaires. Les identitaires, merci, ouais. Les identitaires, mais aussi par une extrême droite mondiale. C'est vrai. Ouais. Je veux dire, veux pas que ce soit le mouvement MAGA aux États-Unis, ben c'est ça. Il y a une certaine extrême droite dans le reste du Canada.
qui se considèrent nationalistes. Puis il y a des choses très sombres et très négatives derrière ça. Ouais. Mais alors, ce mot-là... galvaudé aujourd'hui. Mais galvaudé, mais en même temps aussi, je crois qu'il faut dire, faut peut-être ramener autre chose. Moi, le fait que, OK, le mot nationalisme est sali et usurpé, mais ça ne fait pas d'un libéral québécois quelqu'un qui aime moins le Québec. Quelqu'un qui... puis Georges est aussi québécois que toi, Salim, que moi, David Hurtel. T'sais, et dans mes discours, puis je ne suis pas le seul à le dire, mais bon, on est tous immigrants à quelques rares exceptions près, hein, à part les Premières Nations. On est tous des immigrants. La seule différence, c'est notre date d'arrivée. Et conséquemment, de cette espèce de message, il faut le dire, là, de droite et d'une extrême droite dangereuse, qui positionne les bons Québécois contre les mauvais immigrants, là, et qui dit que, tu sais, puis on emploie des termes comme l'immigration à certains niveaux serait suicidaire. La première page du Journal de Montréal, Salim, le 6 mai 2023, un samedi. On voyait le fleur de lysée dans un piège à ours de la feuille d'érable et la première page disait le piège d'Ottawa. Et là le dossier spécial, c'était que le fédéral avait un plan secret pour, d'ici l'an 2100, noyer les francophones du Québec. Ben ça, c'est pas la théorie du grand remplacement. Là. C'est quoi ça? Dis ça, transfère ça en Europe, ça ressemble étrangement à un discours du Front National. Mais absolument. Mais c'est difficile à trouver une façon de gérer ce dossier-là. Parce que je me rappelle même, toi, quand tu étais ministre de l'Immigration, il y avait ce problème-là avec la rue Roxham. Puis, on demandait à Ottawa de nous payer, de nous aider, parce que, dans le fond, on s'occupait de tous ces gens-là. Puis même à l'époque, on savait que la capacité d'accueil, on l'a pas. Il faut trouver quelque chose à faire. Donc, quand on voit la réalité... Moi, je défends pas la CAQ ou le PQ de ce qu'ils se disent, mais quand on regarde les faits, il y a une solution qu'on doit trouver quelque part. Là. Mais il y en a une solution. Il y en a des solutions, puis tu soulèves un peu. Moi, j'ai dû gérer la crise. La première crise des demandeurs d'asile, c'est moi qui l'ai gérée, 2017-2018. Et le fait est, c'est que avant la première crise des demandeurs d'asile, on recevait, là, bon an, mal an, 3 à 5 000 demandeurs d'asile par année. Et là, dans une très courte période de temps, là, en espace de 3-4 mois, on a reçu 20 000 demandeurs d'asile. Et en plus de ça, à l'époque, ça représentait 90 % de tous les demandeurs d'asile au Canada. Ouais. Puis ça avait été provoqué par une seule chose. Hein? Le président Trump, qui avait retiré un statut spécial, un visa spécial qui avait été donné principalement à la communauté haïtienne après le tremblement de terre de 2010 par le président Obama. Il y avait un visa spécial. Il y avait une autorisation spéciale de séjourner aux États-Unis. Mais il y avait d'autres pays. Il y avait des pays d'Amérique centrale aussi qui bénéficiaient de ces exceptions-là. Le président Trump annonce qu'il a l'intention de retirer ce statut-là. Et là, branle-bas de combat dans les communautés haïtiennes, que ce soit New York, Miami et ailleurs. Et là, vague majeure. Et le gouvernement fédéral n'a pas bien réagi. Puis c'est rien de neuf, hein, on le voit. Depuis 2017, le gouvernement fédéral n'a pas réagi. Parce que, qu'on le veuille ou non, là, c'est de compétences exclusives fédérales, la gestion de la frontière. C'est ça. Et les demandeurs d'asile, c'est de compétences exclusives du gouvernement fédéral. Ce n'est pas dans l'entente 91. C'est ça. McDougall, Gagnon-Tremblay. Ce n'est pas dans cette entente-là. L'élu n'est pas là. Les demandeurs d'asile, c'est entièrement à être géré par le fédéral. Et c'était tellement tout croche que Justin Trudeau a été obligé de demander à Marc Garneau, qui, je crois, était le ministre des Transports à ce moment-là, de venir en renfort puis de gérer un comité
parce que le ministre fédéral, Hussein, là, il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, puis il ne parlait pas un mot de français. Et c'était tout croche. Et ça a pris, et puis c'est même pas réglé encore aujourd'hui. Puis moi-même, je suis allé à Ottawa plusieurs fois. Moi-même, j'ai fait une conférence de presse, comme les caquistes ont fait récemment. J'ai fait une conférence de presse avec plusieurs autres de mes collègues du Conseil des ministres pour dire au fédéral, vous devez payer les impacts de votre incompétence à gérer le dossier, l'impact sur ce qui est de compétences québécoises. Or, santé, éducation, famille, justice, services sociaux, logement. Il y avait tout un effet domino. Puis, à l'époque, la première facture que j'ai envoyée, je crois que c'était 146 millions de dollars. Ouais, je me souviens de ça, oui. Et puis, ultimement, puis il y a une différence entre gérer une entrée massive et de dire c'est un problème, c'est illégal. Jean-François Lisée et François Legault disaient à ce moment-là, c'est de l'immigration illégale. C'est faux. Ouais. Une personne qui traverse la frontière et qui demande l'asile, c'est ce qu'on appelle, et demandez à n'importe quel juriste spécialisé là-dedans, c'est ce qu'on appelle une entrée irrégulière. Ouais. Ce n'est pas illégal. Parce qu'il y a des traités internationaux dont le Canada est membre, il y a des lois qui gèrent ça au Canada, et ce n'est pas de l'immigration illégale. Mais le Parti québécois et la CAQ criaient, à qui voulait bien l'entendre, et c'était repris dans les médias nationalistes, que c'était des illégaux qui venaient profiter du système. Bien, là-dedans, là, j'en ai rencontré, moi, parce que moi, à ce moment-là, j'étais aussi député dans Viau, quartier Saint-Michel, communauté maghrébine, communauté haïtienne, qui était très interpellée par ce qui se passait. Et je travaillais très étroitement avec les leaders de la communauté haïtienne à ce moment-là. Créer des amitiés qui durent encore aujourd'hui. Et on avait là-dedans là, des infirmières. Tu sais, des gens qu'on a appelés pendant la pandémie là, des anges. Oui. On avait des gens qui avaient des compétences dont on avait et qu'on a encore besoin au Québec. C'était pas des profiteurs, c'était des gens qui faisaient leur vie et qui contribuaient à la société américaine. Mais à cause d'un geste d'un autre ultranationaliste, Donald Trump, ils ont dû bouger, ils ont dû venir avec leur famille. C'était pas. Puis là, on n'était pas prêts aussi. Je veux dire, tu as du jour au lendemain des milliers de personnes qui traversent. Oui, on a ouvert le stade, mais c'était temporaire. Puis on a fait ce qu'on a pu. Mais ultimement, il faut bien nuancer ici. Que ce soit demandeurs d'asile, travailleurs étrangers temporaires qui, by the way, on en a, oui, 300 000, mais c'est parce qu'on en a besoin. L'expression le dit, ce sont des travailleurs. Et il n'y a pas un travailleur étranger temporaire ou un étudiant au Québec qui est là sans un certificat émis par le ministère de l'Immigration du Québec. Fait que toutes ces personnes qui sont supposément problématiques selon François Legault, le gouvernement Legault les a autorisées. Mais alors, écoute, David, alors évidemment, je vais pas... Je m'étale. Non, mais c'est super intéressant. C'est pour ça qu'on t'écoute et qu'on t'interrompt pas. Mais regarde, mais on va passer à d'autres sujets, mais juste pour boucler la boucle là-dessus, moi, regarde, tu seras pas étonné, je pense comme toi. Là, je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y. Donc je ne serai pas moi-même pendant un instant, OK? Il y a du monde au Québec qui, un peu naturellement, puis c'est tout à fait, enfin, je veux dire, je trouve pas ça anormal, qui se pose la question, elle est où la limite? Tantôt, on parlait de capacité d'accueil. Ouais. Moi, j'aime même pas vraiment cette expression-là parce qu'effectivement, ça se gère, puis ça se trouve, puis ça... Ouais. Il y a des solutions à ça. Mais, il y a des solutions. Mais, c'est-à-dire, dans le vrai monde au Québec, il y a du monde qui se disent « Ouais, mais il y a bien une limite quelque part. Oui. C'est pas pour se fermer d'esprit. Je comprends il doit bien y avoir une limite. Écoute, je déteste faire ce parallèle, mais il est tellement frappant. Mais tu sais, quand tu as une barque, là, tu sais,
À un moment donné, il y a une limite. Au bout de, je sais pas moi, 35 personnes, la barque ne marche plus. Elle se renverse. Je comprends. Et il y a des gens, j'ai l'impression, on les a jamais assez rassurés sur le fait que cette limite-là, on ne l'atteindra pas. On n'attendra pas que la barque se renverse avant de se dire « Oups, on est allé trop loin ». Mais comment rassurer ce monde? C'est ça la politique aussi, c'est rassurer le monde sur certaines affaires. Mais est-ce qu'on l'avait fait dans le gouvernement auquel on a appartenu? Est-ce qu'on ne l'a pas assez fait? Je ne sais pas. Parce qu'il y a bien du monde qui ont des préoccupations qui sont légitimes. Et c'est ça que j'ai envie d'adresser. OK. Alors, je ne critiquerai jamais quelqu'un de poser des questions. Tu sais, quelqu'un dit, ben là, il me semble qu'il y en a beaucoup d'immigration. Oui, il y en a beaucoup. Les chiffres le démontrent. Il y en a plus qu'il y a 5-10 ans. Puis, ça va être une réalité de plus en plus. Il y en a plus de demandeurs d'asile. Exact. Oui. Là, on est rendu à 60 000. Il y en avait 20 000 par année quand j'étais ministre. Là, il y en a eu 60 000 l'année dernière. C'est vrai. Est-ce que ça soulève des questions? Oui. Il y a 300 000 ou quelques travailleurs étrangers temporaires. Il y a une crise du logement. Il y a une foule de questions qui se posent et dans une société libre et démocratique, on a le droit de poser toutes ces questions-là. Moi, je ne remets aucune de ces questions-là en question. Alors, pour les rassurer. Alors, le fait est, c'est que comme tout enjeu, ça ne se règle pas en une clip de 30 secondes. Non. C'est complexe. Juste l'immigration, là, tu sais, il y a des gens, là, puis même des gens là, qui suivent l'actualité, je les écoute, des fois, je leur pose quelques questions. Hey, demandeurs d'asile, réfugiés, travailleurs étrangers temporaires, réunification familiale, puis travailleurs économiques permanents, là. Pas évident. Puis là, des fois, je parle. Puis là, ça, je viens juste de faire des ça, c'est des catégories générales. Après ça, là, je peux aller dans une sous-catégorie des programmes fédéraux, des programmes québécois. Le Québec a l'entente de 91. Le reste du Canada n'a pas ça. Les autres provinces n'ont pas ça. Bref, très complexe. Alors, je vais répondre par un exemple. Quand je suis devenu ministre de l'immigration, et à l'époque, ça s'appelait Immigration, Diversité et Inclusion. La CAQ a retiré les mots diversité et inclusion. Il y avait des enjeux majeurs. Bon, je suis devenu ministre, je crois, en octobre 2017. La crise des demandeurs d'asile avait commencé juin-juillet, chose comme ça. Il y avait aussi dans le contexte, puis ça, c'est toujours important, je le disais tout à l'heure, mais le contexte, c'est toujours important. Il y avait aussi, ma prédécesseure avait lancé une commission sur le racisme systémique qui aussi, disons, nous causait, disons, des enjeux de popularité et dans les médias, ça allait pas bien. C'était problématique. Ça a été mal spiné, les gens l'ont reçu. Alors, mais tu sais, je me souviens, Philippe Couillard voulait faire le procès des Québécois, traitait tous les Québécois de racistes, etc., etc. On sait très bien que c'est faux. C'était entièrement faux. Mais encore, je veux pas faire le procès de tout ça, mais il faut dire les faits que sont. Tout le respect que j'ai pour Kathleen. Disons qu'il y avait 2 dossiers chauds qui n'allaient pas bien. Remaniement ministériel, je passe de l'environnement à l'immigration. Dans nos sondages, puis vous étiez là, vous voyez les mêmes chiffres internes là, que moi. Toi, tu avais peut-être quitté. Oui, j'avais déjà quitté. Mais tu étais plugué. Là. Oui. T'étais pas loin. T'étais pas loin, Salim. Georges, t'étais encore là. Vous voyez les mêmes chiffres que moi. Quand on faisait les sondages, quand moi je suis arrivé à l'automne 17, l'immigration était un de nos 5 pires enjeux. Tu sais, parce que c'est une chose de demander des intentions de vote, mais après ça, quand tu creuses dans les sondages, tu vérifies, bon, c'est quoi nos winners puis c'est quoi nos losers. Top 3, bon, évidemment, il y avait santé, la réforme de notre ami Gaétan battait de l'aile, mais il y avait immigration, c'était souvent top 3, top 4,
dans nos pires enjeux. Austérité, bon, on se souvient. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est que moi, je suis retourné quand Philippe Couillard m'a demandé de passer à l'immigration. Moi, ce que je suis allé faire, je suis allé parler à des leaders des communautés. J'ai parlé à environ 25-30 leaders de différentes communautés à travers le Québec. Et là, je leur ai demandé, c'est quoi, d'après vous, le plus grand enjeu là, dans votre univers à vous? Est-ce que c'est le racisme? Est-ce que c'est quoi? C'est l'immigration? C'est quoi? L'emploi. Voilà. Sur 25, je me souviens encore, c'est 25 personnes avec qui j'ai parlé. Sur 25 personnes, j'ai encore mes notes, quelque part. 24 m'ont nommé l'emploi comme étant le principal enjeu des communautés. Et de l'autre côté, moi, ce que j'avais, c'est que quand j'entendais mes collègues des portefeuilles économiques, la pénurie de main-d'œuvre, elle existait. Elle existait bien Juste, sûr. by the way, là, Oui. quand je parle de contexte, 2017-18, pénurie de main-d'œuvre C'était pire. massive Oui. à travers le Québec. L'économie surchauffée à l'époque. Ce n'est pas parce que c'est ça. Tu sais, je veux dire, grâce à ce que nos ennemis politiques ont appelé l'austérité, nous, on appelait ça la rigueur budgétaire. C'est ça. Ça n'a pas collé. Je me demande pourquoi. Mais bon, on a été tellement bons en 14, 15, 16. Puis ça, c'est l'État, c'est Coiteux, c'est Daou, puis ça leur revient. Puis évidemment, Philippe Couillard qui a tenu la ligne, qui a dit, ben, il n'a pas flanché. il n'a pas flanché. Parce que tout le monde, tu sais, moi, puis tout le monde, on était là. S'il vous plaît, plus d'argent. Puis habituellement, les premiers ministres vont flancher. Ouais. Et ont flanché. Mais Philippe Couillard n'a pas flanché. Et on est sorti de ça, on a reviré le paquebot. Mais là, c'est comme on était. Ben là, il y a de l'argent, puis il y a du développement économique, puis là, ça. Bon, bref. Il ne faut pas l'autopsie qui a été faite maintes et maintes fois. Mais le fait est, c'est que la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas un phénomène pandémique et c'est pas un phénomène depuis la pandémie. Dans les régions du Québec, en 2017-2018, il y avait déjà les chiffres qui disaient « Hey, on a un gros problème. Les entreprises ne sont pas capables de trouver de la main-d'œuvre. Des entreprises en région, là. Ouais. Pas Montréal, là. En région, là, des grosses entreprises dans la région de Québec, à travers le Québec, doivent refuser des contrats, faute de main-d'œuvre. Ouais. Doivent penser à peut-être déménager en partie ou en totalité leurs opérations ailleurs dans le monde. Oui, oui. Et parfois juste aux États-Unis. Oui, que ça soit aux États-Unis. Non, oui. Mais j'ai rencontré des gens qui disaient ailleurs au Canada, aux États-Unis ou en Europe, là, ou au Mexique. Là, c'était tout ouvert là, comme possibilité. Et devant ça, moi, j'ai demandé à M. Couillard, j'ai dit, ben, première chose, je voudrais que, parce que dans la structure, puis là, on parle de poutine interne que vous connaissez, mais je sais que la plupart des gens qui nous écoutent connaissent un peu la poutine interne du fonctionnement du gouvernement. Oui. Bon, outre le Conseil des ministres, il y a des comités ministériels. Il y a évidemment le comité des priorités, qui est, bon, suprêmement important. Mais il y avait deux grands comités décisionnels. Avant que quelque chose se rende au Conseil des ministres pour décision, ça devait être débattu et présenté dans ces deux grands comités ministériels. Il y en avait un qui c'était, bon, je ne me souviens plus du nom exact, mais il y avait un, c'était les ministères à vocation sociale, donc il y avait santé. Le CMDSEC? Oui, c'est ça. CMDSEC, tu te souviens bien. Alors, tu sais, la soupe d'alphabet des fonctionnaires, c'est des choses que j'ai essayé d'oublier. tu fais bien. Toi, ça a collé, toi. Bon, alors, il y avait le CMDSEC, puis il y avait le côté économique. Oui. Alors, immigration était du côté social, pour toujours, depuis toujours. Première chose que j'ai demandé, j'ai dit, Monsieur le Premier ministre, l'immigration, c'est un ministère à vocation économique.
Là, il m'a regardé, puis, tu sais, Philippe Couillard, là, hein, c'est vite, là. Il est quick. Ah, c'est... Fast brief, comme ça, là, j'ai rarement vu ça. Il a dit oui tout de suite. C'était comme, ben oui. Alors, on a passé l'immigration d'un ministère à vocation sociale à un ministère à vocation économique. Et là, j'ai tout de suite, 2 semaines après avoir été assermenté ministre de l'Immigration, j'ai annoncé la fin de la commission là, sur le racisme systémique. Et j'ai annoncé... La journée. Oh, pas la journée, j'ai une tournée québécoise pour parler d'immigration et de pénurie de main-d'œuvre. Et ça a culminé avec un forum d'une journée, à Québec, en janvier ou en février. Décembre? C'était en décembre, pardon. T'as raison. 17. Excuse-moi, décembre 17. Fallait bouger vite. Décembre 17, c'était une journée, c'était juste avant la fin de la session. À Québec, tous des leaders syndicaux, leaders d'affaires, groupes d'immigration, intégration, francisation. Mais avant ça, j'avais fait une tournée là, à travers le Québec. Puis je me souviendrai toujours, tu sais, quand... Puis là, encore une fois, beaucoup d'éléments, mais je veux revenir à une de tes questions. Les gens qui posent des questions. Là, on s'entend, je suis allé dans toutes les régions du Québec. Là. Et une fois, j'étais avec notre collègue ministre de l'époque, Dominique Vien, député de Bellechasse. Oui. Alors, on était dans son comté. Et qui est député fédéral en ce moment de Parti Lévis. conservateur, maintenant. Alors, parce que je me prenais, puis bon, je rencontrais, bon, si j'étais dans un comté libéral, à ce moment-là, on en avait 70, fait que les chances étaient bonnes. Il y avait du manufacturier dans son coin. Il y avait du gros manufacturier. Ah oui. Puis là, je me souviens plus dans quelle ville on était, mais on était dans son comté. Puis ce que j'organisais, c'est qu'on organisait un peu des genres de reverse town hall, là, dans le sens que moi, j'écoutais, là. C'est pas moi qui faisais le speech, j'écoutais. Alors, il y avait des fonctionnaires, il y avait des entreprises, entrepreneurs, chambres de commerce, il y avait les organismes communautaires d'intégration, il y avait les élus municipaux, il y avait... toutes les parties prenantes. Tout le monde. Tout le monde était là. Puis des fois, ça donnait 20, 30, 40 personnes. Puis j'écoutais. J'étais avec Dominique. Et là, on s'entend, là. On est dans le Québec profond. Je ne dis pas ça péjorativement. Non. On est dans le Québec. Aujourd'hui, là, on appellerait ça le Kakistan. alors là, on est vraiment là, bon, dans le gros Québec francophone, région. Et là, on a une discussion, comme j'ai fait à travers le Québec, très ouverte. Puis, il y avait un gars, dans le fond. Tu sais, puis... ceux qui ont fait de la politique vont comprendre, puis je suis sûr que vous avez vu ça. Tu sais, quand on fait des assemblées publiques, il y a toujours quelques personnes, tu vois, ça va pas être facile, cette personne-là. Tu le vois venir, là. C'est ça. Dès le début, là. Tu scannes la salle, là. Ouais. Tu te dis, cette personne-là va nous donner du fil à retordre. Pas commode. Ça va pas bien aller. Fait que, alors, préjugés. C'était un bonhomme, bon, il avait l'air d'une 50aine d'années, un peu, rough, là, puis il n'était pas habillé particulièrement bien, pas mal, mais c'était un gars qui venait de la shop, là. Donc, la perception était pas favorable. Alors, tous les préjugés négatifs de ma part, je plaide coupable. Et on a une bonne discussion ouverte, puis bon, qu'est-ce qui se passe? Puis, je posais pas mal les mêmes questions. Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration? Puis puis pénurie de main, puis solution, qu'est-ce qu'on doit faire? Puis qu'est-ce qui se fait? Puis qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Le français, vous parlez le français. Et là, on est sur le point de terminer. Puis là, finalement, le gars qui n'avait pas dit un mot, fait 1h30 qu'on genre, lève la main. Ça va. Alors là, il dit... Puis là, il commence à expliquer qu'il a une entreprise et qui, depuis 20 ans, je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'il fabriquait, mais c'était du manufacturier. Puis il était fier de son entreprise, puis ses travailleurs. Puis là, il dit, moi, là, ce qu'il me faut, là,
c'est des immigrants. Puis il dit, je m'en calisse, qu'ils soient mauves, qu'ils soient verts. J'ai besoin d'immigrants. Pour travailler. Pour travailler. Puis là, il sort un tabarnak. Ah ouais. Puis là, j'ai réalisé quelque chose. Puis j'explique cette anecdote-là là, pour bien faire comprendre. T'sais. Les Québécois, là, à l'extérieur des grands centres, là, sont ni racistes ni xénophobes. Exactement. Voilà. Ce sont des gens qui n'ont pas été confrontés à l'immigration comme au quotidien. Quelqu'un comme moi, oui. Comme toi, évidemment, Salim, comme toi, Georges, on est à Montréal. C'est évident qu'à Montréal, dans certains quartiers, c'est sûr, on grandit avec. Oui. C'est sûr que dans le comté de Bellechasse, il n'y a pas nécessairement, bien qu'il y ait des success stories incroyables dans ce comté-là, là. Notamment Exceldor, qui a une usine là-bas. Oui, Prévost, tout ça. Bon, mais il y a des success stories incroyables d'intégration immigrante à travers le Québec. Mais c'est pas de la xénophobie. Non. Ce n'est pas du racisme. Non. Ce n'est pas de l'intolérance religieuse. C'est juste de dire, bon, ben là, moi, là, j'ai besoin de travailleurs. Je suis prête à travailler et à faire ce qu'il faut pour intégrer, mais à la fois, là, mais en même temps, quand je leur demandais, ben, le français, à travers le Québec, là, à Val-d'Or, à Rivière-du-Loup, partout, quand je posais ça, ouais, mais le français, tout ça, avez-vous, ça riait de moi. C'est-à-dire, mais voyons donc. C'est pas la priorité. Ils vont apprendre le français là, en the job. Là, ils vont apprendre le français. Puis, même, il y avait des places. Je me souviens, à Shawinigan, à Sherbrooke. Il y avait des entrepreneurs qui venaient me voir après et disaient, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez des programmes pour enseigner l'anglais? Ah ouais. Je dis, ben oui, mais c'est parce que, regardez, là, ma gang, elle parle français, là, puis elle va continuer à parler français. Mais c'est parce que pour faire affaire avec le reste du monde, là, à l'extérieur du Québec, c'est bien plate, là, mais c'est en anglais. Puis imagine le gouvernement du Québec qui annonce des cours d'anglais dans le coin, là. T'es mort. Politiquement, t'es mort. Mais l'affaire, c'est juste pour démontrer qu'il y a quand même des réalités. Alors là, il y a des partis politiques, il y a des hommes politiques. Puis je suis des hommes, je n'ai pas vu de femmes politiques faire ça, qui se servent de la... Ben, pas autant, en tout cas. Qui se servent de la peur, qui se servent de la division. Et de l'autre côté, on ne répond pas parce que, justement, on a peur des conséquences. Parce que le Parti libéral du Québec, aujourd'hui, part d'une position de peur plutôt qu'une position de principe. On explique. Et là, je vais boucler mon autre boucle en disant, juste dire, là, puis là, les chiffres démontrent, que quand on a eu fini notre exercice en décembre, tournée québécoise, discussion, on a annoncé le jour du forum à Québec sur la pénurie de main-d'œuvre et l'intégration. On a annoncé ce qui à l'époque était une somme inédite, là, c'était plus de 300 millions de dollars pour justement, puis on allait rouvrir les bureaux régionaux du ministère de l'Immigration qui avait été fermé à une autre époque. On allait de l'argent pour les organismes communautaires d'intégration, de l'argent pour les municipalités, même chose. Bref, des cours en entreprise, la totale. Les solutions là, dont on parle, puis je pourrais continuer, là, mais il y en a. Ouais. Il y avait même de l'argent pour explorer là, comment on pourrait aider là, sur la question du logement. Et ce qui était top 5 de nos pires enjeux, ben ça avait flippé puis c'était devenu, en 18, top 5 de nos meilleurs enjeux. Là, ça a l'air que je me lance des fleurs, là, mais ce que je veux dire, c'est que le point, c'est que moi, depuis que j'entends et je lis toute cette campagne de désinformation sur l'immigration, sur ces commentaires complètement non factuels, non vérifiés. Tu sais, je veux dire, le gouvernement Legault s'est fait élire en 18 en disant, nous autres, on va ramener l'immigration permanente à 40 000 par année.
L'année dernière, c'était plus de 60 000. Ouais. C'est ça. Les 300 000 travailleurs... Il les a quand même acceptés. Il les a tous acceptés. Ben oui, c'est ça. C'est pas des illégaux, là. C'est pas illégaux. Non, on comprend. Ils ont un papier du gouvernement du Québec et un papier du gouvernement du Canada pour qu'ils travaillent. Ouais. Tout ce monde-là, là, ils sont là puis ils contribuent. Les demandeurs d'asile, il y en a une énorme proportion qui sort du Québec tout de suite. Là. Ouais. Les chiffres. Là. Alors, je veux juste dire, c'est que on ne répond pas. Et c'est ça aussi. Faut écouter les questions qu'on pose. Et là, expliquer. S'asseoir, ça prend du temps. Mais il faut connaître les dossiers. Puis il faut les expliquer. Puis il faut échanger. Puis il faut respecter les questions. Il ne faut pas dire « Ah, parce que tu as posé cette question-là, tu es un raciste xénophobe. » C'est pas ça. Au contraire, mais c'est de dire « Un instant, là, parlons-en. » Puis, tu sais, c'est comme c'est la même chose sur les chiffres du français. Il y a des académiques francophones de l'Université Laval qui ont sorti un livre en 23. L'Université Laval, là. Pas McGill, là, pas Concordia, là. Ouais. Qui disent que le fait français, bien, attention, là, il y a plusieurs façons de lire les chiffres. Là. C'est pas si dramatique qu'on pense. David, puisqu'on s'en va doucement mais sûrement vers la fin de l'épisode, je m'en voudrais quand même de ne pas parler un petit peu d'environnement. Un peu. Juste un petit peu, parce que tu as quand même été pendant, 4 ans? 3 ans et demi. 3 ans et demi ministre de l'Environnement. Puis je me demande même s'il y a déjà quelqu'un, peut-être l'actuel, Benoît Charette, qui a passé plus de temps, mais... Soit Charette a le record. Oui, je pense que Charette a le record, Benoît Charette a le record. Mais à l'époque, j'étais un de ceux qui l'avait été le plus longtemps. Mais effectivement. Et puis, ça s'explique parce que c'est un ministère qui est très compliqué, c'est-à-dire une des causes les plus nobles. Finalement, tu as eu des causes très nobles en étant ministre au gouvernement du Québec. Mais... On n'appelait pas ça noble. Non, peut-être pas. Non, c'est ça. Il y avait d'autres qualifications. Oui, c'est ça. Il y avait... Je me souviens plus quel ministre m'avait dit ça. Tu as eu 2 des 3 ministères tu-monde. Ils les appelaient les ministres suicides, les ministères suicides ou les ministères tu-monde. Mais généralement, avec l'éducation. Il y avait santé puis éducation, évidemment, puis immigration, environnement. Oui, c'est ça. Mais alors, environnement, puis, tu sais, on n'aura pas le temps nécessairement d'aller très loin dans la discussion, mais, tu sais, tu l'as vu à l'époque, tu as continué de l'observer depuis que tu n'es plus en politique. Il y a eu tout ce virage, bien sûr, vers l'électrification, etc. Bon, le gouvernement Legault a mis beaucoup d'argent et d'efforts dans ce qu'il appelle la filière batterie. En Montérégie, pas très loin d'ailleurs d'ici. Il y a la fameuse usine de Nordvolt qui est en... Je ne sais pas si elle est déjà en construction, mais en tout cas, qui doit voir le jour là. C'est quelque chose qui est perçu comme à la fois un besoin dans cette espèce de transition énergétique qu'on a amorcé déjà. On le voit aussi comme une forme de développement économique, ce qui est très vrai. Mais en même temps, parfois, on se heurte à certains paradoxes. Et c'est des paradoxes. Ben là, on a vu, pas plus tard qu'il y a quelques jours, des gens qui ont fait du sabotage, même que du sabotage dangereux pour de potentiels, en tout cas pour des travailleurs, etc., qui sont là pour la cause de la Terre et de l'environnement. Mais en même temps, on essaye de sauver la Terre et l'environnement avec... pas avec des batteries électriques, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire en électrifiant nos façons de faire et particulièrement de nous déplacer. L'ancien ministre de l'Environnement que tu es là, qu'est-ce qu'il pense un peu de tout ce brouhaha-là? Je pense que on oublie... je crois qu'on oublie de voir l'ensemble du dossier. Hein. On regarde certains éléments, on regarde certains épisodes, on regarde certains dossiers. Et puis, à cause des cycles médiatiques, puis à cause de ce qu'on est comme société, ben, on consomme ça. Puis ben, on essaie de tirer des grandes conclusions. Parlons, si moi je me recule, là, parlons de transport. Parce que ultimement, ce qu'on est en train de faire, c'est parler de transport. Qui est de loin la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. OK?
Alors, si on veut regarder ça là, à travers la lorgnière de la lutte contre les changements climatiques, parlons de transport. Oui, il y a du développement économique à faire, c'est sûr. Je veux dire, on regarde les États-Unis. Hey, Biden, 400 milliards de dollars avec l'Inflation Reduction Act, en technologie propre, en mesures là, économiques. C'est en réaction à ça que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec ont mis là, des sommes très importantes pour attirer des entreprises technologie propre. C'est en réaction au Inflation Reduction Act. Mais si on regarde le transport présentement, et c'est là, tu sais, je veux dire, on a toujours, chaque gouvernement va prendre des mesures pour attirer des entreprises. C'est ça. C'est un peu ça, le propre du Québec et le propre du Canada. Je veux dire, on est 9 millions au Québec, 40 millions au Canada. On est un minuscule marché. Minuscule. Alors, la seule façon qu'on a véritablement, on a quelques façons, là, on a quelques actifs, évidemment, parce qu'on est devenu un pays, une province très, très riche là, à l'échelle mondiale. Bon, c'est nos ressources naturelles, nos universités, hein, bon, nos travailleurs, puis c'est notre volonté d'attirer des entreprises. Alors, des secteurs manufacturiers, on pourrait en faire la longue liste, là, qu'on a subventionné, remontons à l'aluminium, puis je pourrais, tu sais, ça, c'est une tactique assez éprouvée. Mais si on veut regarder le transport, c'est un désastre présentement, comment on gère le transport au Québec. Le fédéral, le provincial, les pouvoirs municipaux, il n'y a personne sur la même page. Personne. Hein, les guéguerres là, entre Geneviève Guilbeault puis la mairesse, les mairesses et maires. Et on ne prend pas les mesures nécessaires. Si nous sommes sérieux, puis c'est la même chose en termes de que ce soit crise du logement, immigration, quoi que ce soit, on ne prend pas les mesures courageuses qui vont avoir un coût politique pour justement avancer. À un moment donné, le transport collectif, moi, quand j'étais ministre de l'Environnement, puis ça, je parlais de ça avec Daniel Breton la semaine dernière. Daniel, qui était qui était ministre de l'Environnement sous Pauline Marois au PQ et qui aujourd'hui est président de Mobilité électrique Canada. Daniel, sa passion, puis c'est un expert, là, veut pas là, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est un expert indéniable au Canada et au Québec sur tout ce qui est véhicules électriques. Moi, en 2014, quand je suis devenu ministre de l'Environnement, hein, je me suis fait l'habiller à gauche et à droite. Bon, puis moi, là, j'avais en face de moi Stephen Guilbeault, qui à l'époque était équitaire, Karel Méran, qui était à David Suzuki, puis tu sais, on fait la liste, là. Bon. Et tout le monde me disait que sur la question du transport, la clé, c'était le transport collectif. La semaine dernière, on a annoncé qu'un nombre record de véhicules à essence ont été vendus au Québec. Plus de 265 000. On n'a jamais eu autant de véhicules à essence sur nos routes. Plus de 4,8 millions. Là, on va dire, ah oui, mais quand même, les ventes de véhicules électriques augmentent. Oui, OK. On n'a jamais eu autant de véhicules à essence. Ça ne marche pas. Le transport lourd, on ne bouge pas là-dessus. La crise du logement, on donne des OK à l'étalement urbain, ça continue. La densité, les municipalités ne bougent pas là-dessus. À Montréal, c'est un désastre. Alors, le fait est, c'est que tu me poses une question tout à fait valide, mais moi, je recule puis je dis on n'a pas de mesure, on n'a pas de vision cohérente pour dire, OK, si tu demandes à tout le monde, puis on les voit, là, tous les sondages que vous lisez, environnement, lutte contre les changements climatiques, oui, il faut lutter. Hein, c'est toujours les plus hauts chiffres. Mais quand vient le temps d'une élection, est-ce que le changement climatique est top 5 ou top 10? Non, même pas. Non. Même pas. Quand il y a une élection, là, qu'est-ce qui a motivé votre vote? C'est même pas top 10. Mais c'est parce que tu ne peux pas comparer l'urgence qu'on a pour les services de santé puis en éducation. Puis c'est la question qu'on avait avec Monsef Déragi qui était là. Tiens, pourquoi on parle de transport en commun quand on ne peut même pas gérer la santé? Mais parce que le transport en commun, c'est
la clé. Tu sais, c'est tout des dominos, c'est tout interrelié. Ouais. Tu sais, je veux dire, l'inflation, puis le problème d'immigration dont on parlait, une des choses, c'est que ceux qui sont anti-immigration disent la raison pour laquelle votre loyer est élevé, c'est à cause de l'immigration. Mais Christy, construisons. Puis on le sait, le gouvernement Trudeau avait ça dans ses chiffres il y a 3 ans, là, qu'on se dirigeait vers la crise du logement, il n'a rien fait. Puis des réfugiés climatiques, on va en avoir de plus en plus. Alors, non, mais ce que je veux dire, c'est tout connecté, Georges. C'est que je veux pas perdre de vue ce que tu dis. C'est sûr que les gens votent en regardant d'abord et avant tout leur portefeuille, leurs enjeux. Puis c'est sûr que quand tu as de l'inflation, puis tu as du mal à joindre les deux bouts, tu penses à ta facture d'épicerie, tu penses à ton loyer. Puis, tu sais, l'environnement, là, composté, là, c'est pas prioritaire. J'entends tout ça. Mais le fait est, c'est que le transport collectif, c'est une fonction de l'économie. Pourquoi les pouvoirs publics sont dans le transport collectif? C'était une façon d'amener les gens à leur lieu de travail et de les ramener chez eux. Et là, aujourd'hui, on a besoin d'avoir des conversations fondamentales sur le fait que si on veut rien faire puis garder l'essence à 1,78 $ le litre, puis là, tout le monde dit c'est cher. Bon. Si tu vas en Europe, c'est rien. C'est ça. Exact. Si tu veux maintenir ton essence à 1,78 $, puis, tu sais, tous ces gens là, qui nous comparent à la Norvège, qui nous comparent à tout ça, à la Norvège, si tu veux acheter une voiture à grosse cylindrée, tu as une taxe de 50 %. Tu y penses 2 fois. Je veux dire, 3 fois. Pourquoi en Europe, les automobiles sont toutes petites? Puis ici, alors, tu sais, encore une fois, puis je sais, là, grande distance, les pick-up, tout ça, je comprends, là. Mais il faut qu'on ait des vraies discussions, là. Le transport collectif, c'était la priorité. Nous autres, là, quand on était au gouvernement, la grosse question qu'on se posait pour le ministère des Transports, tu sais, le ratio route, transport collectif, c'était genre 60-70, 30-40. Puis l'objectif, à ce moment-là, c'était de voir comment on pouvait flipper ça. C'est-à-dire mettre 60 % du budget de transport en transport collectif versus 40 %. Mais versus ça, il faut que les villes rament dans le même sens. Il faut que le fédéral rame dans le même sens. Tu sais, par exemple, c'est pour ça qu'on a fait le REM. Le REM, là, c'est quoi finalement? Mais l'idée du REM, c'était d'augmenter la densité. Là, il y a la mairesse, puis il y a d'autres maires de Pointe-Claire, qui disent non, on ne va pas faire de densité autour des stations du REM. Ouais. Alors, c'est tout connecté. Parce que ne pas faire de la densité, ça contribue à la rareté du logement. Alors, et ça favorise l'étalement urbain parce que le promoteur qui ne peut pas construire à Montréal ou à Pointe-Claire, il va aller construire à Blainville. C'est ça. Très intéressant. Salim a dû nous quitter parce qu'il y a une rencontre, mais j'apprécie le fait que tu peux rester parce qu'il y a des sujets qui se passent dans l'actualité que je voulais tellement discuter avec toi. Et je veux rentrer dans tout ce qui se passe autour de Québec solidaire dernièrement. Et je voulais avoir un peu ton opinion là-dessus parce que là, on parle de crise. Je ne sais pas si c'est une crise. Je pense simplement que, comme on a parlé tout à l'heure, c'est des cycles. Puis c'est clair qu'il semble avoir des membres qui ne sont pas contents. Puis il y a une direction que Gabriel Nadeau-Dubois veut prendre le parti qui ne semble pas satisfaire à certains membres. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne la considère pas comme une grande crise. Là. C'est une réorientation un peu du parti, mais on parle quand même de Québec solidaire. T'sais, quand on parle de Québec solidaire, c'est un parti qui est très idéologique. Là. Donc, quand on veut aller toucher un petit bobo, ça a l'air que c'est la grande tempête. Donc, je veux juste qu'on parle un peu de ça, puis je veux rappeler aux gens qui nous écoutent que dernièrement, ils ont eu une élection pour l'autre co-porte-parole, Émilie Lessard-Terrien, qui finalement, après 5 ou 6 mois, a dit « je peux pas faire ça. » Il y a eu plein d'affaires qui ont sorti. Apparemment, le stress était trop élevé, mais là, dans les coulisses, on attend que ça allait pas si bien avec Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, en tout cas, tout ça, là, ça a commencé comme une boule de neige qui continue à rouler puis a grandi. Puis je voulais juste savoir un peu de ton opinion à toi. Ça va où, cette affaire-là?
Ben, écoute, en partant, je suis pas certainement pas un expert de Québec solidaire et de la gauche québécoise. Là. Mais c'est quand même fascinant de voir comment le parti est structuré. Parce Oui, qu'ils n'ont pas un leader. C'est des co-porte-parole. Il y a un leader, mais qu'on connaît pas. Ouais, c'est ça. Techniquement, il y a un comité, ça a l'air très soviétique. C'est comme le Politburo soviétique. Un présidium obscur et il y a deux porte-parole, puis il y a des comités. Mais moi, je veux dire honnêtement, il y a un comité, je crois, sur le décolonialisme. Je crois. Non, mais en tout cas, bref. Non, je comprends ce que tu dis. Oui, c'est une structure qui est différente. Mais tu sais, quand on regarde les partis. Bon, la CAQ, il n'y a pas de structure. La structure, c'est le bureau de François Legault. Je veux dire, mais ça, c'est pas la comme CAQ. ça. Okay, là, on rentre dans l'idéologie, mais quand tu as un parti, il y a une direction qu'on veut y aller, que les membres soient d'accord ou non. Puis ça, on l'a dit tout à l'heure, ça arrive là, que les membres ne sont pas en accord avec la direction, puis ça crée un peu, le Parti libéral du Québec vient juste d'avoir une petite crise comme ça. Là. Je ne suis pas trop convaincu qu'ils sont sortis de là non plus, mais un parti, il a besoin d'un leader, il a besoin d'une direction claire, puis quand ce leader-là, il a les mains liées parce que là, il faut que je me réfère à mon politburo, puis là, il faut que je consulte avec l'autre porte-parole, puis les membres doivent décider. Tu n'avances pas. Puis moi, je suis d'accord avec Gabriel Nadeau-Dubois. On doit restructurer un peu. Ça va causer de la peine à certains, mais on n'a pas le choix. Mais la gauche, traditionnellement... On voit ça régulièrement. Je veux dire, il y a plein d'exemples. Je me souviens-toi du Parti vert avec Annemie Paul. Ouais. C'est exactement ça qui s'est passé. Ouais. Je veux dire, là, à un moment donné, elle a dit, ben là, j'ai gagné une course à la chefferie, je voudrais qu'on s'en aille là. Et là, son propre exécutif l'a complètement saboté. Et entre autres sur la question de la Palestine. Et qui n'était pas un enjeu brûlant à l'époque. Et on voit ça, le NPD. Le NPD, là, Jack Layton et Tom Mulcair avaient amené le parti à un endroit qui... il n'avait jamais été dans son histoire. Oui, en anglais, c'est relatable. Oui, mais c'était un parti qui allait même être, qui était considéré comme possiblement une option pour gouverner. Ce qu'on n'a jamais vu pour le NPD, tant depuis avant Layton Mulcair et depuis Layton Mulcair. Il y a des moments dans l'histoire où la gauche doit... C'est toujours... Il y a eu ces questions-là. Ou bien on veut être des activistes idéologiquement purs, ou bien on veut gouverner, puis... Ça prend des propositions. Ça prend des compromis. Ça prend... ça veut dire de convaincre. Ça veut dire d'amener des gens dans l'attente plutôt que de les exclure. Parce que là, stratégiquement parlant... Quand on voit le PQ prendre un peu plus la place qu'il y avait, on voit le sondage, ils font des gains en région, puis c'est sûr que Québec solidaire, d'après moi, ils sont rendus à une limite là, sur l'île de Montréal. À un moment donné, leur but à eux, c'est de grandir et de pousser un peu, mais ils ne pourront pas parce que là, tout à coup, il y a le Parti québécois qui prend de la place et il y a toute l'attention qui est dirigée vers le Parti québécois, puis là, ils se demandent... Comme tu as dit, le but ici, c'est de gouverner. Est-ce que ce qu'on propose a du sens? Puis si oui, est-ce qu'on est crédible à aller vers cette direction-là? Puis ça a l'air que c'est peut-être pas le cas d'après Gabriel Nadeau-Dubois. Bien, Georges, même avant la montée du PQ, prends l'élection de 22. Pour la première fois de son histoire, Québec solidaire a cessé de croître au niveau des votes. Ils ont même perdu un siège. Et pour la première fois, ils ont perdu un siège. Alors, puis ça, Parti québécois, bon, un résultat surprenant, mais ils n'étaient pas à 30 lors de l'élection de 22. Le fait est, c'est que, premièrement, il y a aussi, bon, il y a Gabriel Nadeau-Dubois lui-même, c'est un vieux jeune politicien, là, je veux dire, on le connaît depuis 2012. Là. Mais le fait est, c'est que le programme de Québec solidaire ne plaît pas. Quand puis on l'a vu, puis là, François Legault, il a été très bon sur ce point-là durant la campagne de 22 avec sa taxe orange. Oui. Mais tu sais, quand tu dis
à un agriculteur que parce que ta terre vaut 1 million, on va te mettre une surtaxe alors que tu as du mal à arriver. Ou quand on dit à une famille que ta minivan, que tu as absolument besoin pour pouvoir avoir ta famille. La fameuse fourgonnette. Hein. Oui, puis que là, on va taxer ça parce que ça consomme trop d'essence. Tu sais, l'espèce de réingénierie gauche, ben qu'est-ce que tu veux? Ça ne plaît pas à l'électorat. Et il a fallu les exemples pour rendre la gauche comestible. Il a fallu des compromis. Regarde, Valérie Plante a été obligée de faire des compromis. Puis on oublie ça aujourd'hui, là. Mais Luc Ferrandez a quitté Projet Montréal. Puis il y en a beaucoup qui ont quitté Projet Montréal en claquant la porte parce que considérait que Projet Montréal n'allait pas assez loin. Alors, c'est ça l'affaire. C'est qu'à la fin de la journée, présentement, les gens regardent Québec solidaire, puis c'est bien beau, là, toute la pureté idéologique, puis la rigidité idéologique des principes que Québec solidaire défend. Mais à un moment donné, c'est pas comme ça que tu vas chercher des appuis. C'est juste pas comme ça. Alors, tu sais, puis on l'a vu dans l'histoire. François Mitterrand, il a été obligé de faire des compromis. Tony Blair a été obligé. La gauche est toujours confrontée. Les travaillistes en Grande-Bretagne, ça faisait 20 ans qu'ils n'étaient pas au pouvoir. Mais à un moment donné, ils ont dit, bon, ben, est-ce qu'on veut le pouvoir ou on veut avoir raison? Puis c'est la même chose. François Mitterrand a été obligé de faire la même chose. Alors, même le Parti québécois, à l'époque où c'était un parti progressiste de gauche sous René Lévesque, a dû faire des compromis. Et ça peut coûter des appuis, mais c'est parce que ça te permet d'aller en chercher d'autres. Alors, tu sais, il y a certainement quelque chose autour du style de leadership de Gabriel Nadeau-Dubois, mais il y a toujours cet enjeu quand tu es un mouvement activiste. Si tu veux vraiment aspirer à former le gouvernement. Le gouvernement, là, c'est des compromis. Ouais. C'est que ça. C'est impossible. La pureté idéologique, là, oubliez ça. Là. On avait Rudy Hosny sur le podcast l'autre jour, puis lui, il disait que, puis c'est pas juste lui qui le dit, là, c'est évident de toute façon, puis on a discuté quand même assez avec Salim sur ce point-là, que on semble revenir à cette dynamique au Québec des deux partis. Les fédéralistes, souverainistes, avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui a ramené toute la discussion du référendum dans l'actualité politique. Il semble que ça a l'air que on recrée ces deux pôles-là. Ouais. Tout à coup, les libéraux semblent avoir eu des points, même s'ils n'ont rien fait. Là. Puis, je sais, je parle à plusieurs libéraux qui pensent « Ah ouais, on a gagné dans le sondage. » Mais c'est pas à cause de nous. Là. Donc, c'est ça qui m'intéresse, moi, de savoir de ton point de vue à toi. Parce que là, qu'est-ce qui arrive à la CAQ puis qu'est-ce qui arrive à Québec solidaire? Bien, là, je crois qu'il faut faire attention. Parce que quand on regarde les sondages, encore une fois, Georges, quand tu analyses les légers, ben il y a plus de 60% des appuis à Québec solidaire qui s'identifient fédéralistes. Ouais. Puis il y a autour de quoi, 20%? Autour de 20% des appuis au Parti québécois qui s'affichent fédéralistes. Ouais. Alors, le clivage de penser... C'est étrange quand même. Donc, c'est quoi? On regarde-tu plus l'alternative à un gouvernement? Georges, moi, je pense que je crois que, honnêtement, je crois qu'il y a une dynamique de certains analystes politiques qui est un peu, comment je dirais, c'est une ancienne façon de voir l'analyse politique, bien honnêtement. Ouais. Parce que, tu sais, c'est très facile d'avoir, l'explication. On revient au bon vieux modèle séparatiste, fédéraliste. Je crois qu'il y a certains membres de l'électorat plus âgés, boomers, pour qui c'est une question très, très, très importante. C'est sûr, par exemple, tu regardes dans la communauté anglophone, c'est une question très importante. En région, il y a certains francophones, boomers, pour qui c'est la question. Sans aucun doute. Mais de penser qu'il y a un ou deux enjeux qui motivent le vote,
Moi, je trouve que c'est une façon archaïque de voir la politique. Ouais. Moi, je pense qu'il y a d'autres... On le voit aux États-Unis. Et on le voit en Europe. Il y a des gens qui vont... Tu sais, comme par exemple, je donnais un exemple très frappant. L'élection, la présidentielle de 2016, il y a des gens qui ont voté Bernie Sanders aux primaires démocrates, qui ont voté Trump à la générale. Ouais. Puis pas 2-3 personnes, là. Tu sais, des fois, ça n'a pas de sens. Non, ça a un sens parce que c'est quoi, pour ces personnes-là, les enjeux qui drivent son vote? C'est quoi l'enjeu clé? On le voit d'ailleurs aux États-Unis, encore une fois, je prends un exemple américain, l'avortement. Pour beaucoup d'Américains, la question de l'avortement, c'est l'enjeu numéro 1. Ouais. Puis là, les démocrates sont en train de bénéficier de ça à cause de l'extrême droite américaine. Qu'est-ce qui se passe du côté républicain sur cette question-là? C'est en train de faire bénéficier les démocrates. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a du gros générationnel. Excuse-moi, en bas de 45 ans, il n'y a personne qui parle d'indépendance du Québec. Là. Ouais. Quand tu regardes les chiffres, là, les chiffres du Parti québécois, là, les indépendantistes purs et durs, c'est dans la grande majorité des boomers. Là. Ouais. À un instant, là, les jeunes qui... Tu sais, puis oui, il y a des jeunes... Si tu sors des universités, des quartiers universitaires, Québec solidaire, ils n'ont rien. Ouais. Ils n'ont pas d'appui. C'est un hasard que la plupart de leurs comtés sont tout autour des grandes universités. Ouais. Je veux dire, c'est pas un hasard. Là. Alors... Mais on voit aussi une certaine fatigue au niveau du gouvernement. Là, j'oublie son nom, le député M. Lefebvre, là, je pense qu'il va aux conservateurs. Là, cette semaine, il y a des rumeurs qui circulent autour de Pierre Fitzgibbon. Ouais, ça fait longtemps, ça. Ouais, hein, tu penses? Ben, ça fait longtemps qu'il y a des bruits. Et vas-tu rester? Je sais pas, mais tu sais, on s'entend que c'est un ministre qui est évidemment très puissant. Mais on s'entend que ça va faire du mal à la CAQ. C'est un gars comme Fitzgibbon qui, en réalité, entre moi et toi, c'est pas mal lui qui tire toutes les... Ben, c'est sûr que c'est parmi les 3-4 ministres très puissants au sein du gouvernement. Mais en même temps, si je regarde les 6 années de Pierre Fitzgibbon, t'as-tu senti qu'il y avait du fun à être ministre? Mais son visage, au moins, il nous donne pas cette indication. J'ai jamais senti que beaucoup de plaisir. Moi, je pense, parce que je connais un peu son entourage, je pense qu'il est là pour les bonnes raisons. Puis, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'est pas là parce qu'il veut vraiment contribuer. Ce qu'on est en train de voir, c'est, 6 ans de pouvoir. Puis, s'il y avait une élection demain, il y aurait peut-être les trois quarts du caucus seraient en train de chercher un emploi. Ouais. Tu sais comme moi, tu as fait partie de gouvernement, tu as travaillé au sein de gouvernement. Quand le caucus sent que leur job est en jeu, tu comprends que... c'est une course. Oui, mais le moral, tu sais, quand tu rentres, tu sais, quand l'Assemblée nationale siège, puis tu as un caucus tous les jours, là, puis tu vois le premier ministre, puis tu vois le staff du premier ministre, puis les ministres, tout ça. Mais toi, là, quand tu es député, tu es membre du caucus. Là. Puis là, jour après jour, semaine après semaine, tu vois dans les sondages que ça va mal, puis que tu n'as plus de job. Fort probablement, tu vas le perdre ton siège. Là. Moral, là, c'est pas le fun. Là. Puis là, tu vois aussi, après 6 ans, il y a de l'usure. Puis là, on se dirige fort probablement aussi vers un remaniement ministériel important. Fait qu'il y a beaucoup de staff qui se disent, là, est-ce que je veux rentrer? Parce que là, on entre dans un cycle préélectoral. Ouais. Tu sais, 2 ans avant une élection, tu le sais encore. Une élection, ça ne se planifie pas 6 mois avant l'élection. Là, on va rentrer probablement à partir de même l'automne 24, 25, la planif qui va se faire, on est déjà dans du préélectoral. Il y a des gens qui se demandent, est-ce que je veux vraiment vivre ça? Alors, il y a du staff, quand ça fait 6 ans, là, puis c'est dur, là, tu le sais, c'est pas juste dur pour les élus, là. C'est un staffer, particulièrement au niveau du cabinet du premier ministre, là, c'est éreintant comme job. Alors, tu te demandes, est-ce que tu veux revivre ça? Bon, alors là, on a 3-4 personnes qui ont remis leur démission là, dans les dernières semaines. Bon, on en fait grand état. C'est sûr que si tu vogues dans les plaines verdoyantes des hauts sondages, ça peut te motiver à rester, à continuer. Mais tu sais, si là, tu t'en vas, tu as une côte à remonter, puis là, ça va pas bien. Puis c'est sûr aussi que, tu sais,
2 mandats ministre, encore une fois, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais tu sais, bon, 69, 70 ans, 2 mandats, c'est lourd. Là. Ben oui. Alors, je me dis, il y en a plusieurs là, de ces ministres-là, là, de ces super ministres. Là, on pourrait avoir la même conversation à propos d'autres ministres là, du cabinet Legault. On l'a eu, nous aussi. Hein, quand pour l'élection de 2018, là, il y a plusieurs ministres là, ben oui, quand tu vois les Jean-Marc Fournier quitter, puis les Carlos Letao. Moi, je ne me suis pas présenté. Letao, Laurent Lessard. Il y a une longue liste là, de ministres qui ont dit, bon, ben là c'est beau. Alors, il y a plusieurs différents facteurs en jeu, mais c'est sûr que le climat d'un caucus et le personnel, les relations, tu le sais, là, par exemple, le personnel, le bureau du premier ministre, sa relation avec les députés, les différents dossiers, le bureau du whip. Il y a beaucoup de dynamiques. Il y a des dynamiques personnelles. Il y a des gens qui réalisent que ils sont allés en politique. Puis on l'a vu, comment elle s'appelait? Joël Boutin. Oui, Joël Boutin, oui. Bon, elle a quitté Jean Talon. Pourquoi? Parce que manifestement, elle, dans sa tête, elle pensait qu'elle allait devenir ministre éventuellement un jour. Puis là, elle a bien vu que c'était pas dans les plans, puis a décidé d'aller faire autre chose. Puis on sait l'effet dévastateur que cette partielle-là a eu sur non seulement la CAQ, mais sur le PQ, puis le Parti libéral, etc. Mais c'est juste pour dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des dynamiques, il y a plusieurs différentes dynamiques, là. Puis c'est sûr qu'il y a une usure. Tu sais, 8 ans, là, ben là, on est dans 6 ans, là, on est en 6, puis ça va pas bien. Non. Puis il y a eu la pandémie. On va leur donner ça. Hey, j'imagine, là, ceux qui étaient dedans, c'est sûr qu'il y avait des ministres, bon, on s'entend que quand tout est fermé, il y a certains ministres et certains députés, il n'y avait pas grand-chose que tu pouvais faire, mais il y avait un noyau de personnes qui, elles, ont travaillé là, non-stop. Là. C'était de l'énorme travail. On peut être d'accord, pas d'accord, on peut critiquer, mais il faut reconnaître que quand même, il y a eu un travail énorme qui a été fait. Alors, tu sais, j'imagine, après 6 ans, tu te dis, bon, ben, il y a autre chose. Moi, je l'ai fait après 5 ans. Ouais. Je peux comprendre. On se demande souvent avec Salim, l'alternative. Bon, on voit que peut-être qu'il y a la fatigue envers le gouvernement de Legault. Il y a des personnes qui semblent indiquer vouloir quitter. Est-ce que, de l'autre côté, les libéraux seront prêts à assumer cette responsabilité-là et à convaincre les gens que, bon, on est prêt à retourner au pouvoir? Aujourd'hui, je le vois pas. Je veux dire... Tu vois présentement, tu vois justement dans la CAQ, tu vois des députés penser à leur avenir. Puis, tu sais, bon, il y en a un qui décide, bon, ben moi, je vais aller tenter ma chance du côté fédéral, conservateur. Il y en aura peut-être d'autres. Il y aura peut-être des gens qui vont arrêter. Il y en a d'autres qui vont peut-être passer à d'autres partis. Je ne sais pas. Mais quand tu regardes le Parti libéral présentement, tu vois pas un parti qui est prêt à gouverner. Là. Moi, je vais t'avouer, dernièrement, on a vu une petite différence. Puis quand on regarde plus profondément, puis on apprend que un gars comme Jean-Marc Fournier est revenu dans le décor, puis là, ça commence à paraître. Mais est-ce que ça va être assez? Là, moi, je vois qu'il n'y a pas trop d'intérêt, où les gens attendent pour voir qu'est-ce qui va arriver avant de sauter dans la course. C'est tout des petits indices, puis je sais pas, moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est que c'est pas juste ce qui se passe à Québec, puis le caucus, puis est-ce que c'est uni, puis est-ce que c'est divisé, puis est-ce qu'il y a des chicanes. Oui, ça, c'est normal. C'est pas juste l'intérêt de gens à rentrer dans la course. Regardez le membership. La base, est-ce qu'elle est là? Elle l'est pas. Je vois pas le militantisme, mais en même temps, le militantisme n'est pas là. Je vois pas présentement, il y a pas de marque. Ce qui était en 22, puis c'est depuis 2018.
Mais désolé de t'interrompre, David, mais tu l'as dit tantôt. Ils ont peur d'assumer une position. Je sais pas. C'est parce que le parti, premièrement, on ne sait pas c'est quoi la marque libérale. Puis le fait est, puis pour revenir à un autre élément de nos échanges, de dire qu'on est fédéraliste, là, ça ne marche plus. Ouais. Dans le sens, tu as la preuve, là. Parce que moi, j'ai entendu en 18 et en 22, tout le monde dire c'est quoi être libéral? D'abord, fédéraliste. C'est-tu quoi, là? Il n'y a personne qui s'énerve avec ça. Ouais. Puis, oui, bon, là, il y a des gens, certaines personnes disent ça va être le retour du balancier, vous allez voir, avec le Parti québécois, là, tout va revenir dans l'ordre. Moi, je pense pas. Moi, je pense que, comme n'importe quelle société, le Québec évolue. Et tout comme le Parti libéral de Jean Lesage n'était pas celui de Robert Bourassa I, qui n'était pas celui de Robert Bourassa II, qui n'était pas celui de Jean Charest ni de Philippe Couillard. Et là, on est dans une transformation majeure au Québec, des transformations économiques générationnelles. Pour la première fois, les boomers ne sont plus la génération dominante. La majorité des Québécoises et des Québécois n'étaient pas nés en 1976. Ouais. Tout ce qui a marqué l'univers baby boomer, là, 76, le premier référendum, deuxième référendum, tout ça, là, qui est le traumatisme baby boomer sur l'échiquier politique québécois et canadien, là, la majorité des Québécois n'ont pas vécu ça. Ils ne le voient pas comme ça. Et le Parti libéral, présentement, n'ayant pas de chef et se tournant vers des réflexes, je dirais, du passé, présentement, n'a pas d'offre attirante. Et donc, c'est la même chose. Le Parti conservateur, c'est comme dire, le Parti conservateur du Canada de Brian Mulroney n'a rien à voir avec le Parti conservateur de Stephen Harper, qui n'a rien à voir avec le Parti conservateur de Pierre Poilievre. Ouais. C'est trois régimes complètement différents. Il y a des liens, il y a des origines, il y a des ci, non, mais c'est normal, que ça change. Mais pour moi, l'indicateur clé, c'est de voir s'il y a toujours l'enthousiasme. Il n'y en a pas. À la base. Il n'y en a pas. Moi, je veux dire, ça se peut pas. Jean Talon, pense-y. Jean Talon, comté libéral depuis comme toujours, que Sébastien Proulx a gagné en 18. On oublie ça, là. Ouais. Dans le massacre de 2018, le seul comté qui a survécu, dans l'Est du Québec, c'est Jean Talon. Sébastien a démissionné en 19. Il y a une partielle. On parle de partielle. Là, en 22. Alors, pas 20 ans plus tard, là. OK? Donc, de 19 à 22, là, il y a eu une partielle en 23. Donc, ça, c'est 4 ans, là, si mes mathématiques sont bonnes. Ouais. En 4 ans, le Parti libéral est passé de, on va dire 18. Donc, de 18 à 23. 5 ans. En 5 ans, on est passé de gagner le comté à même pas avoir notre dépôt, là. Ouais. Mais qui est 15%. Plus impressionnant encore, c'est de passer des libéraux à la CAQ au PQ. Ça démontre quand même un certain réflexe. C'est parce que le Parti québécois, puis là, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, le Parti québécois, ils ont un message, ils ont une conviction, ils ont une moi, je pense pas qu'ils ont gagné à cause du message du PQ. Mais ils n'ont rien gagné encore. C'est ça. Moi, by the way, ils n'ont rien gagné encore. Non, je sais. puis je suis toujours pas convaincu qu'ils vont pouvoir l'élection le est en garder. 26. Non, mais l'élection est en 26. Mais là, présentement, t'as des gens, t'as des Québécois qui vont regarder ça puis qui vont dire, c'est qui semble avoir une vision, une direction, puis quelque chose à laquelle je peux adhérer. Et, regarde, là, juste, by the way, là, les chiffres de Paul Saint-Pierre Plamondon, il n'est même pas aussi populaire que l'option qu'il défend. Calmons-nous, là. Puis 20% de son appui, il est fédéraliste. Calmons-nous, là. Ouais. Alors, il est très bon parce qu'on a 5 partis, OK? Et il y en a 2 qui sont
que voulez-vous, sont présentement en quête totale d'eux-mêmes, là, Québec solidaire et le Parti libéral. Puis tu as la CAQ qui est en chute libre à cause de leur propre incompétence. Ouais. Alors là, puis tu as un 10-12% avec Duhem et les conservateurs. La division du vote fait en sorte que, ça crée des effets pervers, mais comme on le voit en politique, puis je reviens à mon point, la politique a évolué, les gens ont évolué, les médias ont évolué. En bas de 40 ans, il n'y a personne qui regarde le téléjournal, Georges. Il n'y a personne qui lit un journal. Tu sais, alors, c'est TikTok, là. C'est TikTok, Instagram, là, la principale source d'information. Alors là, on a beau faire des rapports, puis faire des tournées, puis dire que sous nous, on va réformer le Sénat, là, qui était une des 41 recommandations du rapport Pratt-Cadet. Il n'y a personne, ça a été tabletté, 33 secondes après qu'il a été divulgué, là, ce rapport-là. Je veux dire, en termes d'impact là, sur le public, 0. Puis c'est quoi la réponse? On va faire une autre tournée. On vient d'en faire une, il me semble. Ouais. Alors, mais il n'y a pas de message. Alors, puis là, la réponse aussi de l'establishment, c'est quoi? Bien, on va repousser le congrès à la chefferie le plus loin possible. Alors, qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu qu'il y ait de l'intérêt? Bien, moi, j'ai toujours pensé que c'était une erreur de le faire plus tard que plus tôt. Je suis toujours quelqu'un qui pense que le leadership est essentiel, puis on a besoin le plus rapidement possible. Mais ça, regarde, on pourra en parler. Mais on attire, c'est parce que il faut aussi, c'est aussi qui veut être candidat. Regarde en 22, là. Hey, je veux dire, puis c'était horrible, là, mais juste l'incident de Québec, là, où l'autobus, la chef était là, puis on n'avait même pas de candidat dans le comté. Ouais. Je veux dire, les gens ne veulent même pas être candidats. Fait que, tu sais, avant de penser à former le gouvernement, on peut-tu commencer à avoir un message? Il y a une raison pour laquelle l'électorat n'est pas intéressé. C'est parce que nous, on ne s'intéresse pas. Les libéraux ne s'intéressent pas à l'électorat présentement. C'est ça. Le temps file, je sais que tu as d'autres choses à faire. Juste dernière petite question. Ton agenda, toi, pour avril prochain, tu prévois-tu prendre beaucoup de travail? Est-ce que tu prévois... Avril prochain. Avril date, 25? Avril 25, oui. Qu'est-ce que tu ferais? Tu me parles de la chefferie. C'est-tu la date limite pour la chefferie du Parti libéral, ça? Ouais. Seras-tu occupé? Seras-tu occupé, toi, le mois d'avril prochain? Regarde, avec ce que, tu sais, j'ose être critique envers le Parti libéral. L'establishment n'aimera pas ça. Fait que non, j'ai pas l'intention d'être occupé comme ça. Je vais être occupé. Ouais. Mais pas pour ça. Okay, pas pour ça. J'ai compris. Hey les gars, tout le monde, merci beaucoup de nous avoir suivis. Si ça vous intéresse, Journée de ministre, le livre que David Hurtel a écrit quand même il y a quelques années, mais 2020. Il est toujours bon. Vous pouvez toujours aller vous procurer ça et le lire. Un grand merci, David. Georges, c'était super le fun. Salim, c'était vraiment génial d'échanger avec vous. Puis bravo encore pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Puis, un petit rappel, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, aidez-nous à l'agrandir. Et évidemment, vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple. Donnez-nous des étoiles ou recommandez, laissez des commentaires. On vous apprécie énormément. Et on vous voit tous la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Merci. Ciao.